j'ai fait un grand tableau que j'ai pas appelé la guerre d'Algérie, mais enfin j'ai appelé la guerre, c'était encore plus simple. Ça traverse les siècles, la guerre, il y en a toujours. Ça, le monde ne change pas, comme dit l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil, tu vois. Alors, la guerre, donc. Mais en fait, c'était la guerre d'Algérie, et c'était mal vu. C'était mal vu. Il y avait un peintre qui avait commencé déjà avec les émeutes, c'est la Poujade. C'était le début de quelque chose, la nouvelle figuration. Donc, il y avait des peintres que tu connais, tu te rappelles, vous habitez dans une petite pièce, sur une cour, il y avait un petit hôtel bourré d'Algériens, très doux, très calme, ils faisaient un peu de musique le soir avec un gramophone. D'un coup, j'entends un coup de revolver, je regarde, je vois un homme en blouson avec un revolver, comme ça, et puis tous les autres qui descendent avec les mains sur la tête, s'alignent, et tout de suite après, une camionnette de police qui vient ramasser tout le monde, et il y avait un mort. Eh bien, j'avais en fait chiné donc 3 peintures de François, par hasard, que j'avais appréciées, et donc j'avais fait des recherches sur Internet, les pages blanches, et j'avais retrouvé donc son nom, son adresse à vendre à l'époque. Et je l'avais donc appelé parce que je trouvais ces 3 œuvres vraiment, elles m'interpellaient. Et je voulais en savoir plus sur l'artiste et son œuvre parce que je trouvais rien de précis sur lui. Et je l'ai appelé en lui racontant ce qui s'est passé. Et l'étoile que j'avais achetée était de la période de la nouvelle figuration. Ouais. Donc, lui, quand il a su ça, tout de suite, il m'a demandé à me rencontrer. Et moi, j'étais très impressionnée par François, par son attitude, le décor qui n'avait pas bougé chez lui depuis, j'imagine, des années. Lui assis dans son fauteuil, en train de rouler ses cigarettes, avec ses mains immenses. Et surtout, cette exigence, tout de suite, même, je dirais, un peu de sévérité, quoi, dans l'accueil qu'il m'a fait, pour être bien sûr, il voulait être bien sûr que je comprenais son travail. Et donc, on a eu pas mal de discussions, vraiment, où il voulait vraiment préciser sa pensée au moment de la nouvelle figuration et de ce qui s'était passé pour lui dans ce retour à la figuration après 10 ans d'abstraction. Et voilà, et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est encore une fois le souci d'être juste par rapport à ce qu'il a voulu dire. La première rencontre, c'est avec un tableau, un petit tableau que j'ai vu à Sundsvall. C'est une ville dans le nord de Suède. Je visitais une famille qui avait une bonne collection d'œuvres d'art avec Bengt Lindström. Et lui, il était bien représenté sur les murs. Mais parmi les tableaux dans cette maison, il y avait un tableau qui m'avait tellement intrigué. Et je demandais qui avait fait ce tableau. Et Bengt avait répondu, c'est un copain à Paris, il s'appelle François Jousselin. Et le tableau, je me souviens tellement bien de ce tableau, était peint sur une page d'un journal. Ça montrait un homme assis sur une banque de parc, quelque part, lisant un journal. Et c'était le journal même. Hein. Et c'était un tableau avec des couleurs marron, pas très coloré vraiment. Et pourtant, il y avait une atmosphère qui se dégageait de ce petit tableau. J'étais vraiment perturbé. Et peut-être 6 mois plus tard, j'ai été ici à Paris, j'habitais chez Bengt Lindström pendant quelques semaines. Et tout le temps, je lui demandais on pouvait boire, parce que chez Lindström, il y avait beaucoup de peintres qui venaient
Et je demandais, mais ce Jousselin, j'aimerais bien le rencontrer. Et Bengt, il a dit que mais c'est impossible, il n'a pas de téléphone, c'est très difficile de le contacter. Mais il a fait quelques recherches et il a trouvé que François avait son atelier avenue Franklin Roosevelt, Club de Canada. Et il a arrangé un rendez-vous. Et on y est allé ensemble. C'était vraiment difficile de trouver parce qu'il y avait des escaliers. Et ensuite, il y avait un grenier vide. Et dans ce grenier, et on a cherché dans l'obscurité. Et il y avait son atelier, un petit atelier là. En fait, plus je connais l'œuvre de François, plus en fait c'est la globalité de son œuvre qui m'impressionne parce que, bon, évidemment, quand je l'ai rencontré, je connaissais que ces 3 tableaux et donc cette période début des années 60. Et plus j'ai regardé, plus j'étais impressionnée parce qu'à chaque période, un style différent, à chaque période une évolution, à chaque période il a rajouté ou enlevé, mais pour préciser à chaque fois, être de plus en plus précis dans la signification, dans ce qu'il voulait dire. En tout cas, le message était important. Et on va dire que fondamentalement, ce qui m'impressionne, c'est toute cette énergie condensée qu'il met dans sa toile. C'est que grâce à l'abstraction, il a pu passer 10 ans à apprendre une matière, une technique, et à exprimer son ressenti au travers de la matière. Ouais. Et en passant à la figuration, du coup, pour moi, ça donne une figuration qui est active, quoi, une figuration qui est dynamique. Voilà. Et c'est ça qui me fascine le plus, c'est cette énergie de vie et de volonté d'être entendu dans la peinture de François. Vraiment, il y a une volonté d'être intelligible d'une manière ou d'une autre. On est connu par le milieu des galeries Massol. Je ne me souviens pas des détails, mais après on était très liés. François faisait la peinture abstraite, moi la sculpture abstraite, donc on a fait un même chemin. Certaines peintures qui sont mémorables et qui resteront mémorables. Il y a toujours un thème voulu, peut-être pas perçu, peut-être, je ne sais pas, François, mais c'est tellement compliqué. Mais en tout cas, c'est un véritable devoir. Pour moi, c'était ça. C'était une énorme compréhension et sympathie avec, je ne dirais pas la classe ouvrière, mais les petits gens, comme on dit. Et ça, pour moi, c'est une évidence dans sa peinture. C'est quelqu'un qui n'était pas seulement peintre, mais qui réfléchissait et avec qui on pouvait toujours discuter. Et c'est vrai aussi que, surtout à un certain âge, la plupart des hommes ne parlent plus aux femmes, à moins qu'elles soient des grandes professionnelles. Mais lui, il avait toujours de l'intérêt pour les autres personnes et leur opinion et leur vision des choses. C'est pour ça aussi que François nous manque, tout spécialement. Il faisait partie évidemment d'un groupe d'amis dont il n'existe plus. Non, tous les éléments sont morts et ça nous laisse un vide aussi, parce que c'est tous ensemble, nous faisons partie d'une sorte de mouvement, des gens qui voulaient créer quelque chose.
quelque chose de nouveau. C'était évidemment essentiel. Essentiel. Oh, mais bien sûr, parce que déjà, elle le comprenait, elle le supportait, elle encourageait. Et aussi, je crois qu'elle avait une vue très perspicace aussi. Je crois qu'elle faisait des remarques sur sa peinture qui l'aidaient à avancer. Qu'est-ce qu'il aurait fait sans ce jugement-là constant pour l'encourager d'approfondir et de rechercher? Je pense qu'elle a été essentielle dans son œuvre. C'est un homme qui était doué pour regarder. Et c'est l'essentiel. Ouais. Je me souviens de certaines peintures que je trouvais évidemment ordinaires à l'époque, mais quand je les ai revues, mais c'était ça. Il y avait une réalité, je dirais presque métaphysique, de cette peinture de perception. Rien ne se passait, très peu, et pourtant, tout y était. Le milieu, c'était humble, mais c'était une louange de l'humilité, ce qu'il m'a fallu longtemps pour comprendre. Il y avait. Et en descendant l'escalier, parce que peut-être on va prendre un café quelque part, j'ai posé la question à François si Giorgio De Chirico était un peintre qui lui intéressait. Et là, il a été comme ça choqué par la question, parce qu'il paraissait qu'à cette époque, François avait commencé à s'intéresser beaucoup à la peinture de Giorgio De Chirico, surtout à cet aspect métaphysique qui existe dans son œuvre. Mais François, il avait sa propre théorie de la perspective qui est un peu troublante dans les peintures métaphysiques. Et il a pensé que De Chirico s'est servi des points très loin, éloignés de canvas, de tableau, pour construire ces perspectives bizarres. Et on a cherché des livres sur De Chirico, mais en même temps, François, il avait un intérêt pour la peinture antique grecque, des vases grecs, par exemple, les figurations des vases grecs. Là, je trouve les mêmes couleurs un peu, comme dans la peinture de François de cette époque. Des ocres. Des ocres et des noirs. C'était des tableaux qui étaient, si on pourrait dire, semi-abstraits. Il sortait de la figuration, de l'abstraction. Il y avait une sortie de l'abstraction, des figurations, mais il y avait déjà aussi des intérieurs, mais toujours assez sombres, toujours dans les marrons des terres, et sur papier craft. Ah, moi, je sais qu'il m'a énormément... sa personnalité très sombre, quand même. Très sombre, mais très engagée, très... ce qui m'a, c'est vrai, complètement interpellé, c'est que... je sais pas, j'ai rencontré, il avait peut-être 79, 78 ans, juste avant. Et je sentais qu'il avait cette même passion, cette même revendication qu'à l'époque, de tout temps, qu'au moment où il peignait. Et ça, c'était encore lui. Et il voulait qu'on... Il avait besoin de quelqu'un, d'autres personnes qui puissent retranscrire et dire au monde encore plus, bien qu'il l'ait dit dans sa peinture, avec des mots ou avec d'autres choses, pour faire l'intercesseur, quoi. Mais il est resté sur cette même position qui l'a poussé à peindre, en fait. Et vraiment, j'ai senti qu'il y avait une sorte de volonté de comprendre le mystère humain, le mystère même des émotions, oui, la métaphysique. Ça l'a poussé vraiment, en tout cas, à
libérer sa pensée et à ouvrir d'énormes portes. Ouais. Et c'est cet homme-là qui m'a fasciné. Cet homme engagé dans une certaine mystique et une profonde humanité. Mais, je dis le mais, parce que je pense que c'est ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est la souffrance Ouais. à travers tout ça. Quelqu'un de Et torturé. moi, c'est vrai qu'en tant que galeriste, j'ai eu qu'une envie, c'est de me dire que oui, j'avais reconnu, compris ce qu'il voulait dire, et bien sûr que j'espérais qu'il le reçoive. Bon, on n'a pas eu le temps, mais lui-même le disait, hein, qu'il faudrait du temps. Et je crois qu'on s'est compris à ce niveau-là, sur ces degrés de recherche humaine, de compréhension et de vouloir se faire comprendre par les autres. On s'est rencontrés en 71, ou en 69 peut-être, 69, très bien, et chez Massol, chez Jacques Massol. Et c'est Jacques Massol qui nous a présenté l'un à l'autre en disant « j'ai deux peintres figuratifs ». Parce que tous les autres étaient abstraits à l'époque. Ah oui. Et il prenait des gros risques en mettant de peintres figuratifs à l'époque. Et immédiatement, on est devenus extrêmement amis. Le jour même. Hein. C'est assez Ouais. courant. Et assez courant. Eh bien, Catherine travaillait avec Elisabeth aux Galeries Lafayette. Et la première fois que j'étais dans une exposition de François, c'était chez Massol. Ça devait être dans les années 77, je crois. 77, 78. Oui, voilà, on s'est rencontrés, on travaillait au même endroit. On s'est rencontrés, on a sympathisé, et puis un jour, Elisabeth m'a invitée au vernissage de son mari. Voilà, où je suis allée sans aucune connaissance de François et de sa peinture. J'y allais avec plaisir, avec Elisabeth et des amis, et c'est là que j'ai découvert la peinture de François. Parce que moi, je suis un peintre amateur, donc Catherine, certainement, quelque part, a dit, bon, ben, Jean-Marc, il s'intéresse à la peinture, donc ça serait intéressant qu'il connaisse la peinture de François. Et c'est comme ça que j'ai vu, pour la première fois, François qui faisait des peintures de garage à Vanves. Et c'est les premières peintures que j'ai découvertes de lui. C'était bien entendu avant la guerre. Nous habitions à Vanves, avenue du Parc, et un soir, on frappe à la porte. Nous avions un studio au rez-de-chaussée. Donc la porte donnait directement sur l'avenue du Parc. On frappe à la porte, j'ouvre et je vois 3 garçons qui nous disent, avec l'accent du Midi, nous disent « Nous sommes des peintres ». On a trouvé ça très sympathique. Ils sont entrés, ils nous ont dit qu'ils étaient de Toulouse et qu'ils avaient l'intention d'organiser une exposition d'art sacré, je crois au Jacobin, à Toulouse. Et ils demandaient à mon père s'il voulait leur prêter une toile. Et après, ils nous ont dit qu'ils habitaient Vanves, qu'ils étaient donc nos voisins, et ils nous ont invités à venir voir ce qu'ils faisaient. Et je crois que le lendemain, mon père et moi, nous sommes allés les voir dans leur petit appartement. Et mon père était très très intéressé parce qu'il faisait, à cette époque-là, ils étaient tous les deux, me semble-t-il, figuratifs. Ah, ils n'étaient pas encore passés à l'abstraction. Ils n'étaient pas encore passés à l'abstraction, oui. Eh bien, je l'ai rencontré par Léon Zac, à Vanves, quand il est arrivé à Paris. Quand ils sont arrivés tous les deux, lui et Marfin. Et
Zach m'avait dit, écoute, tu devrais aller les voir, ils sont très sympas et tout. Et ils habitaient à Vanves tous les deux dans une espèce de... C'était comme des troglodytes un peu, hein, c'est un truc comme ça. Et c'était très impressionnant de les voir tous les deux. C'était l'époque où il était complètement abstrait, où il travaillait avec du lait. Et il arrivait de Hollande, je pense. Et c'est vrai, il a passé... Il n'était pas encore marié, il n'était pas marié avec... Oui. Et c'était l'époque où il faisait des grandes toiles abstraites avec des... comme ça, des barres. Et moi je me disais, au fait, il a dû voir Paolo Uccello. Ça doit être l'influence du... Le rythme. Ah oui. Tout à fait, le rythme de la grande toile d'Uccello qui est au Louvre. Ouais, d'accord. Ah, oui, mais est-ce que c'est vrai ou non, je ne sais pas. Il était passionné de Paolo Uccello, oui. Lui aussi. Et là, François tombe sur un gros livre sur la peinture de Uccello. Et il achetait tout de suite, parce que Uccello aussi... Et là, François, il parlait beaucoup de ce qui s'est passé dans la peinture de Quattrocento, avec la découverte de la perspective, et comment les peintres de cette époque se sont servis de la perspective. Très impressionné par sa peinture à lui, très, très. Et ensuite, je ne sais pas quand lui a commencé à faire du figuratif. Moi, j'ai commencé en 64-65. C'est pour ça que c'est si fort, parce que c'est authentique, quoi. Ça vient d'une souffrance et c'est très fort. J'étais un phénomène, ça veut dire je travaillais dans mon coin, j'exposais pas beaucoup. Bon, j'ai exposé une fois dans une galerie, comment est-ce qu'elle s'appelait cette galerie, rue Bonaparte, là, au fond d'une cour. Ah oui, oui. Et là, il y avait Zach, il y avait François, il y avait Marfin, et puis moi j'avais une toile. Et après, j'ai quitté Paris finalement. On a quitté Paris en... quand est-ce qu'on a quitté Paris? En 69. Ah, oui. Ah ben ça, pour lui, c'était très important de montrer, c'est comme dit Hannah Arendt, Man in Dark Times. Ça veut dire, pour lui, c'était de montrer d'une façon complètement détournée ce qu'il veut dire, mais c'est caché, et c'est devine qui pourra. Je connais mon ennemi. Ça, je sais où il est. L'ennemi. Bon, oui. La société. Non. L'ennemi. Avec un E majuscule. Le diable. Le diable. Non. C'est-à-dire que... Tout ça, c'était un type très tendre. Oui. C'était un type très tendre. Il restait extrêmement tourmenté par ce que le préfet Papon avait fait avec les Algériens. En 1961, le préfet Papon avait balancé des Algériens dans la Seine. Ça restait. Ça avait frappé, ça. Ça restait une blessure presque personnelle. C'était pas cicatrisable. Moi, j'étais trop intimidé par sa peinture et puis je me jugeais pas du tout compétent pour l'interroger sur cette question-là. Donc, j'ai pas enquêté auprès de François sur ce qu'il m'a dit, c'est que la fondation, ce qu'il m'a dit rapidement, c'est que la fondation d'un nouveau mouvement, la figuration nouvelle, qui était imputable à lui, avec l'aide de Marfin, cette fondation n'avait pas été bien reconnue. Ah oui. C'est moi qui l'ai emmené à sa table. C'est parce qu'il était très triste que Zach m'a alerté et je suis allé le voir. Et j'ai fait ce que j'ai fait 2 fois dans ma carrière, emmener quelqu'un avec des infirmiers à l'hôpital. Je n'ai jamais fait ça. Mais j'avais eu vraiment la trouille
que François fasse une bêtise. Puis j'avais le vertige au 10e étage, devant, j'avais le vertige. Je l'ai emmené à l'aide d'infirmiers. Ça s'est très très bien passé. Il était replié sur lui-même, il était comment? Il était très replié sur lui-même. Il était très triste. Ça, c'était la nouvelle figuration, oui. Parce que François, vraiment, ce qui était la nouvelle figuration, c'était justement cette peinture faite par des peintres qui avaient passé un passage dans l'abstraction, dans l'informel surtout, et qui ont commencé à chercher des expressions différentes. Et il y avait là une figuration qui est sortie, qui était assez abstrait, mais avec François, il y avait, pas comme chez Bengt Lindström ou chez Marcel Pouget, il y avait une atmosphère. Il n'y a pas d'atmosphère dans la peinture de Lindström, par exemple. Pas d'atmosphère autour des personnages de Pouget. Il y a les figures, mais chez François, il y avait des intérieurs. Et surtout, il y avait des lampes électriques qui pendaient. Le sens de la lumière. Qui donnaient un éclairage très mystérieux. Ah ben, je le ressentais d'abord comme quelqu'un de très secret. Hein. Il ne parlait pas beaucoup, sauf quand il était lancé dans ses sujets. Alors c'était la politique, il était très, vraiment, comment vous dire, très lucide, hein, et très révolté contre toutes les injustices, et contre le pouvoir. Et bon, il avait une honnêteté intellectuelle qui m'impressionnait. Et puis Stéphane était comme ça aussi, mon mari, donc ça marchait bien. Et en même temps, il y avait un côté, chez lui, il me semblait toujours à la fois tragique, mais un abîme, quelque chose qui venait de je sais pas où. Et en même temps, il aimait bien boire un whisky, boire du vin. Mais il y avait toujours derrière, comment est-ce que je dirais, comme dans un miroir, quoi, de l'autre côté du miroir, un tragique, quoi. Un trauma, quelque part. Oui, quelque chose qu'il ne m'avait jamais raconté, moi je sais pas, et j'ai jamais osé lui demander, mais c'est ça qu'on sentait, et ça m'impressionnait. Ouais. Alors ça, c'était ce qu'on avait en commun, parce que moi j'ai vécu la guerre d'une autre façon, puisque nous on était cachés et tout ça, mais on partageait ça, ça veut dire la révolte contre la guerre et le fait que les hommes deviennent des numéros, tout ça, lui il était obsédé par ça. Mais je crois que c'est pas un hasard qu'il a épousé une étrangère et pas une française. Il me semble que s'il a épousé votre mère, que j'aimais beaucoup, Lisbeth, c'était une ouverture vers autre chose, pas seulement la France. Oui, ce qui m'a influencé, c'est justement à l'époque où j'ai fait aussi cette conversion de l'abstrait au figuratif, et où j'avais été maudite par mes collègues abstraits, et même par mon maître Léon Zac. Et quand j'ai vu que François, au fond, pour moi c'est venu d'abord par Nicolas de Staël, en premier. Mais ensuite, j'ai revu François, et François avait fait ce chemin un peu avant moi même. Et là, ça m'a encouragée. Et c'est ça qui m'a influencé. Ce qui m'a influencé, je crois, c'était son regard justement sur l'humain, finalement. Son cri, le besoin de sortir de l'esthétique. Et la tonalité, en fait, c'est curieux, parce que lui, il est de Toulouse, moi, finalement, je ne suis pas de Toulouse, mais je suppose que ça doit être les souvenirs de la guerre, parce que pendant la guerre, on a beaucoup voyagé en France, et j'étais à Lectoure pendant quelques temps, et aussi, j'avais vu des églises romanes et tout, et je pense que la tonalité, comme en musique, le ton de tonalité de chez François, ça m'a aidé, parce que ça a été un écho de ce que j'avais aussi assimilé, finalement, inconsciemment, comme enfant, hors de Paris, finalement, en ayant fait le tour de France et beaucoup dans le sud-ouest. Tu as dit les tableaux avec les ampoules, les lampes et tout ça. Oui. Ça, j'aime beaucoup aussi, mais j'ai aussi aimé cette dernière période. Une sorte de tiédeur harmonique, un peu comme chez Vuillard ou Bonnard, un peu.
Et une légèreté. Et en même temps, il y avait toujours quelque chose de ferme avec François. Et dans son regard. Une fermeté aussi. C'était sec et ferme. C'était pas flou. C'était pas jamais sucré, bien sûr. C'était... Et François est allé très très loin. Moi, je pense que... autant j'aime vraiment beaucoup de Staël, mais je pense que François est allé très en profondeur avec ce tragique qu'il y a toujours quelque part chez lui, qu'il n'y a pas chez de Staël. Et pourtant c'est très bien de Staël, il n'y a rien à dire. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas cet insondable, si tu veux, qu'il y a chez François parfois. Et je suis sincère en disant ça. Ouais. Et ben c'est ça qui est extraordinaire chez lui, c'est qu'il ne fabrique pas. Quand il sait faire quelque chose, il a le courage de recommencer à zéro pratiquement. Et c'est quand même toujours lui. Et ça c'est admirable. Ça il l'avait appris chez Matisse, il me l'avait dit souvent. Il me disait c'est terrible l'influence Matisse. Je ne sais pas si vous en parlez. Et ça on parlait souvent de Matisse, il aimait beaucoup Matisse. Et il disait l'influence de Matisse, c'est vraiment quelque chose. Et qu'est-ce qu'il avait dit une fois? La peinture, c'est mon tombeau. Il voulait dire que c'est ce qui... Non, c'est le tombeau dans l'esprit, si tu veux, des pharaons qui construisaient des tombeaux où il y avait tout dedans. Oui. C'est pas rien, le tombeau. Ouais, c'est peut-être plus ça. Oui. Mais je me souviens bien quand j'ai découvert ce tableau le soir du vernissage chez Pérol. Hein, voilà. Et je me souviens tout à fait bien de l'attitude de François ce soir-là. Il était très intensément présent, il était bien, il était sans doute à la fois fatigué et puis un peu... enfin voilà, dans l'état dans lequel peut être un peintre le jour de son vernissage, hein, fatigue, attente, un peu aux aguets. Mais il y avait chez lui une certaine sérénité. Et j'ai tout de suite compris, pas picturalement, parce que j'en suis pas capable, mais humainement, que là, cette œuvre-là, voilà, il était au calme, il était content. Il est arrivé à un aboutissement de ce qu'il voulait faire, en tout cas. Il était serein. Alors, pour moi, c'est un grand tableau, parce que vivant avec ce tableau, je le vois tous les jours depuis 88, et on ne s'en lasse pas. C'est-à-dire, c'est un tableau qui fait partie de mon univers et qui donne une certaine énergie, une certaine vision du monde qui est assez positive. Et qui, je pense que c'est une des marques d'un grand tableau. C'est un grand tableau, on ne se lasse pas d'un grand tableau. Voilà. Alors, il avait reconstitué ses tours, parce qu'il avait tout fabriqué en maquette avec des petits bouts de carton. Et il y avait une tête d'ouvrier qui est sur la peinture que j'ai. Puis des grues, il y avait des grues, tout ça. Il disposait ça, et il faisait effectivement des natures mortes comme ça. Alors, on avait fait une séance, toute une soirée, de photos dans la salle à manger. Alors, il reconstituait sa table, puis à la fin, pour faire une blague, je lui ai dit, tu vas mettre ta tête sur la table dans la nature morte. Et j'ai fait une photo avec son portrait. Tu dois l'avoir, toi. Je crois que je lui ai donné. Je lui ai donné tout le film. Mais je les ai eus parce que j'ai fait un dessin avec sa tête que je lui ai envoyé pour le taquiner. Écoute, mais il avait eu une lettre de Paul Delvaux. Ah oui. Tu dois la voir. Bah, non. Ah oui, qui avait beaucoup aimé ce tableau qu'il avait fait. Pas vu. Ouais. Delvaux. Delvaux avait beaucoup admiré ce tableau. Mais je crois bien qu'avant ça, on avait été dîner déjà chez François et Elisabeth. Et je me rappelle, bien sûr, dans le salon, quand on entrait à la salle à manger, il y avait ses œuvres.
Et bon, moi, je n'avais pas une connaissance extraordinaire de la peinture. Je me rappelle particulièrement cette œuvre qui a cette tête, c'est une tête d'enfant. Bon, j'ai su après que c'était un mannequin, mais j'arrivais là et je découvrais cette chose-là et ça me paraissait absolument effrayant, quelque chose de très morbide. Je me disais, oh, cette tête, elle me regardait pendant tout le dîner. J'étais impressionnée à l'époque par sa peinture. Il y avait une profondeur, enfin, il y avait quelque chose qui était évidemment bien au-delà des objets. Voilà, c'était homérique. Ouvrier, effectivement, ça m'a, moi venant d'une origine ouvrière, j'ai été sensible à sa peinture, notamment le fameux tableau avec l'ouvrier algérien avec le casque au niveau du périphérique. Mais en fait, on n'a jamais acquis ce tableau, on l'a laissé filer. Et j'avais un moment envie de l'acheter pour mon frère François qui s'intéresse beaucoup à ces questions, puis on l'a laissé filer aussi. Et puis finalement, j'ai découvert la peinture de François en 1988 chez Perrol, où je lui ai acheté le tableau Petit déjeuner au balcon, parce que ça correspondait à une peinture sereine, très joyeuse, qui met en avant le quotidien dans le côté très sympathique et très beauté, quoi. Donc je vis avec ce tableau que vous voyez derrière moi depuis 1988. Voilà. Effectivement, pour moi, il a aussi bouleversé la vision que j'avais de la peinture du XXe siècle. C'est aussi grâce à lui que j'ai pu comprendre ce qui s'est passé au moment de l'après-guerre, pourquoi cette abstraction, pourquoi ce non-sens et ce consensus politique et social, et cet accès cet accès par les artistes au niveau de stars. C'est vraiment et il fait vraiment partie de ce monde moderne dans lequel on est aujourd'hui, mais effectivement qui est resté caché. Qui est resté caché parce que la peinture de François dérange, effectivement, parce qu'il a mis un sens politique aussi, parce qu'il a soulevé des questions métaphysiques, parce qu'il a posé de la figuration et du sens. L'être humain est là pour quelque chose. Donc il a évité pour moi les écueils. Enfin, il a renouvelé, c'est plus que ça, il a vraiment renouvelé la peinture, le matériau peinture, le système pictural du XXe siècle, en apportant réellement, par exemple, il s'est inspiré de l'abstraction, il a appris de l'abstraction, c'est-à-dire il est retourné à la matière, il est retourné à la gestuelle, lui-même parle de Lascaux, il est retourné vraiment au primitivisme de la peinture. Même pour moi, l'abstraction, c'est ça, c'est retourner à une certaine forme de primitivisme, en fait, qui lui a permis ensuite, en maîtrisant comme ça la matière et son émotionnel à travers la matière, d'être libre en tant qu'exécutant, de ne pas être embêté par des problèmes techniques ou même formels. Et effectivement, il se rattache en plus, de manière consciente, à toute l'histoire de la peinture. Uccello, il parle de toute façon de la peinture du XVe siècle, avec cette introduction de la perspective. C'est ce qu'on appelle, c'est à partir du XVe siècle qu'on appelle la peinture la grande peinture. Enfin, c'est cette histoire-là qu'on poursuit. Et quand on étudie la peinture, on se rend compte qu'effectivement, chaque peintre, même s'il était dévolu à un politique ou à un pouvoir quelconque, de toute façon, s'aventurait toujours pour exprimer ses idées. Et comme dans un livre. Et pour moi, François, là, effectivement, dans ce sens-là, à la fois il est dans cette tradition du peintre et qui reprend son pinceau comme une arme, en fait. Son pinceau devient, comme ses bâtons de CRS. C'est le sien, c'est son bâton pour faire entendre sa voix dans ce monde qui est ultra politisé, où on est ultra moutonné, où on n'a plus de conscience personnelle. Et il revendique pour moi, c'est tout à fait le symbole de l'artiste libre, l'artiste même chaman, l'artiste penseur, un artiste qui va plus loin et qui évidemment pour moi va rouvrir une porte au XXe siècle. Et à partir du moment où l'œuvre de François sera inclus dans l'histoire de l'art, on regardera l'histoire de l'art, de la peinture différente. Ah, mais ça j'en suis persuadée. Et encore une fois, il le savait très bien, comment dire, faire évoluer les consciences, c'est ce qui est difficile. C'est vraiment un
consensus, encore une fois, il faut arriver à un consensus pour que la conscience arrive à percuter. Et pourtant, sa peinture était percutante, et lui-même était un personnage percutant, mais tellement percutant, je pense que du coup, sa violence, face à cette contradiction qu'il éprouvait face au monde des autres, aux aberrations qu'il pouvait voir, et ben, on fait un Cassandre, quelqu'un qu'on ne peut pas entendre, parce que trop en contradiction. Et aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, à mon avis, les états d'esprit ont un peu évolué, et c'est une époque où, à mon avis, plus ça avance, plus François peut être. Et les gens sont capables, aujourd'hui, une réelle demande pour voir autre chose, pour comprendre différemment, et pour faire ce changement de perspective que François a tellement voulu. Et je crois que son génie est là. Ouais. C'est vraiment d'avoir su se positionner, sortir du carcan du peintre figé devant sa toile bidimensionnelle, et lui-même en étant juste un miroir de ce monde, d'un miroir non pensant d'un monde en décomposition. Ouais. C'est sa force. Il y a une partie de son œuvre que je ne connaissais pas, parce qu'une fois qu'il était venu à Saint-Eusoire, il avait amené des photos, je ne sais pas qui les avait, c'est peut-être David d'ailleurs, d'œuvres qui n'étaient pas abstraites, mais qui étaient à l'époque de l'informel, qui n'étaient pas informel non plus, c'était du Juscelin, avec des splendides, des trucs, d'une richesse de couleurs, avec des bâtons que tu dois connaître. Certains font penser à certains de Stel. Oh non, moi je n'ai pas trouvé. C'est plus beau que de Stel. C'est très très beau. Il jouait toujours les très humbles en disant que c'était une toute petite œuvre qu'il avait fait. C'était pour que je lui fasse des compliments. C'est pas vrai, t'es un très grand peintre. Il vous déclare, l'artiste en fait est un terroriste. Comme un terroriste. Alors là, j'étais pas du tout d'accord sur la définition, sur le rapprochement des deux. Et là, on avait beaucoup discuté parce que il tenait beaucoup à sa formule. Et moi, je trouvais que c'était presque, c'est le contraire en fait. C'est le contraire. L'artiste est un constructeur, alors que le terroriste est un destructeur. Alors on n'a jamais réussi à trouver c'est très bien. Tu te souviens de ça, Claude? Oui, très bien. Et on n'a jamais réussi finalement à trouver un... Oui, les terroristes. On était des terroristes. Alors, mais ça n'était pas encore l'époque du terrorisme. Ça va. Oui, il employait le mot. Il employait le mot d'une pas façon... du tout dans le sens actuel. Ah oui, mais il a beaucoup évolué, donc j'ai connu au début quand il était abstrait, quand il était figuratif, et même il a voulu faire des choses figuratives dans l'ordre de l'art sacré. Mais il avait beaucoup de peine, ça ne marchait pas. Oui, mon père a été très intéressé. Et bien sûr, on a beaucoup plus rencontré François qu'André, parce qu'André est parti. Il a quitté Vanves assez vite, il s'est marié, et on l'a beaucoup moins vu que François. Mais ils étaient toujours très amis, du moins ils paraissaient être amis et très proches. Je n'aimais pas beaucoup les tables dressées devant la fenêtre, ça je n'aimais pas beaucoup, parce que je trouvais que ça avait un côté un peu surréaliste et un peu, comment dire, un peu rigide. Je sentais que c'était
très voulu, très forcé. Et ce qu'il me disait, combien il mettait de temps, si tu veux, à préparer ces natures mortes, à placer les objets les uns à côté des autres. Je l'admirais, mais en même temps, je trouvais que c'était un peu, comment dire, un peu dogmatique, un peu, oui, un peu trop voulu, trop raide, pas assez, pas spontané, voilà. Ça manquait de spontanéité. Mais au point de vue peinture, c'était très bien, très beau. Mais personnellement, je n'étais pas tellement pour. Dans la chanson. Ouais, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, ton père, il pensait quand même qu'aujourd'hui, même ceux qui restent, on ne les connaît pas. Moi, je voyais, sa bibliothèque n'était remplie que d'auteurs, des penseurs incroyables, des livres inconnus aujourd'hui. Et c'est le premier, et en peinture, moi je me rends compte, on peut encore découvrir des choses. Et Vermeer, on n'a pas découvert pas si longtemps que ça finalement, tu vois. Bien, je sais pas, Latour, il y a plein de peintres qu'on a redécouverts, on va dire au début du XXe siècle. Donc je me dis qu'aujourd'hui encore, à mon avis, on peut redécouvrir et relire même l'histoire de l'art. Depuis, tu vois, ton père même introduisait l'histoire de la peinture depuis Lascaux, quoi. Il a recommencé depuis Lascaux. Moi, j'ai rarement vu des histoires de l'art qui se permettaient de commencer là, tu vois. Lascaux, l'intellectualisme aussi, c'est-à-dire, on est issu, pour moi, du XVe siècle, de l'humanisme, c'est-à-dire où l'homme est devenu le centre du monde. Et donc, l'homme a adapté le monde à son image de manière concrète, réelle. Et François, je crois qu'il a absorbé ça, mais en même temps, il a compris qu'il ne fallait pas rester attaché à ce matérialisme, enfin à cette vision horizontale du monde. Et c'est pour ça qu'il voulait absolument, bon, alors Jocelyn, Uccello, s'élever pour avoir une autre vision. Parce que l'humain, c'est ça en fin de compte. L'humain, s'il reste cantonné à ce qu'on lui dit, il rétrécit ses valeurs, ses pensées et sa vision. Et en ça, François, pour moi, est un peintre visionnaire. Et un peintre se doit d'être visionnaire, je pense que c'est intrinsèque à l'artiste. Et aujourd'hui, grâce à des artistes comme ça, on va peut-être pouvoir redéfinir aussi le concept d'artiste. C'est face à des gens comme ça que moi, je me suis réellement posé la question. Je me suis dit, ah ben ouais, qu'est-ce qu'un artiste en effet? Qu'est-ce qu'un artiste? Est-ce que c'est celui qui fait de l'argent? Est-ce que c'est celui qui est publié partout? Est-ce que c'est celui qui a 10 expos dans le monde en même temps? Ou est-ce que c'est celui qui développe une cohérence intérieure en résonance avec l'extérieur et qui cherche de nouvelles visions, de nouvelles perspectives et qui cherche à les montrer avec son langage. Donc pour moi, il répond à ce critère qu'on a oublié. Pour moi, un artiste, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas besoin de médium intellectuel pour accéder à la connaissance. Donc il y a un relais en moi, donc une pollution en moi. Et pour moi, donc, ce sont des personnes qui ont accès de manière évidente à des choses évidentes, à certaines vérités. Mais à mon avis, tout humain est artiste. Tout humain est artiste. Ça, c'est même, je pense que ça devrait être un engagement de départ. Tout humain a en lui le devoir de développer sa créativité. Moi j'aimais beaucoup François, on rigolait bien tous les deux quand on se retrouvait. Voilà, il y avait toujours une espèce de complicité, puis une simplicité de reprendre la conversation là où elle s'était arrêtée. Voilà, mais c'était quelqu'un à la fois de très ancré dans la terre, en ce sens la terre ou le minéral, enfin quelque chose d'immanent, hein, vraiment, il avait vraiment des racines.
Et puis c'est quelqu'un qui avait quand même une recherche intellectuelle et spirituelle très forte, hein, voilà, sur laquelle il était exigeant, il n'était pas prêt au compromis. C'était ce qui faisait d'ailleurs tout le fun des conversations. C'était tourné autour de cette entente qu'on pouvait trouver sur certaines choses. Mais voilà, c'était vraiment quelqu'un avec qui on passait une très bonne soirée. Ah oui, non, mais c'est un homme qui avait un charme extraordinaire. Il avait un charme extraordinaire avec, je dirais, cette espèce de naturel, de virilité qu'ont certains hommes qui n'ont absolument pas besoin d'en faire, quoi. Je dirais, voilà, très humain. C'était le contraire d'un dragueur, quoi. C'est-à-dire, voilà, parce que c'est des hommes qui ont une masculinité évidente et tout à fait naturelle et très posée, bien entendu, qui plaisait énormément aux femmes. C'était très plaisant d'être avec lui, et justement pour ça. Mais je pense que François est un immense peintre, et vraiment, c'est pas pour dire parce que c'est un film, mais en réalité, j'ai toujours pensé que vraiment sa place est parmi les plus grands. Et il faut que la justice soit faite, voilà, disons comme ça, à son œuvre. Et vous faites ça et c'est merveilleux. Je n'ai pas envie d'avoir vécu pour rien, pas pour rien, mais en n'ayant rien fait, en n'ayant rien essayé. J'ai tout essayé dans la peinture, j'ai essayé des voies, toutes les voies, je les ai épuisées pratiquement, et toutes étaient hors de la réalité. La dernière que j'ai maintenant, c'est la réalité, telle qu'elle. C'est Nietzsche, la réalité telle qu'elle.